Larmes du cœur. Premier chapitre, à l'aube d'un jour. Fauve se réveille. L'aube pointe son nez derrière les rideaux. Elle s'étire, déjà 2 larmes coulent le long de sa joue. Pas question cette fois de se laisser aller. Elle se lève d'un coup, repoussant sa couette jaunie. Et soudain, sa vie défile. Dernière souffrance en date, cette femme qui lui a appris son boulot, car tant harcelée qu'elle a fui. Pourtant, elle travaillait bien, d'arrache-pied, mordant chaque jour sur sa chique, pour ne pas dénoncer la manipulatrice. Un jour, elle a fui, blessée, marre de toujours devoir tout expliquer à des imbéciles aveugles. Fauve pousse la porte de sa chambre. Dans la lueur du jour, une belle femme apparaît. La souffrance ne l'a pas trop fanée. Elle descend les escaliers en bois qui conduisent au salon. Elle s'arrête à la cuisine et machinalement se fait un thé. Sa tête est ailleurs. Elle range, ouvre son frigo, vide. À peine un soupir. Elle doit trouver une solution, une de plus, comme chaque jour de sa triste vie. Elle colle un sourire à son visage. Dans la rue, les gens la saluent toujours, répondant à son sourire. Pourtant, elle hurle en silence et supplie « Aidez-moi ». Cette société trop égocentrique est aveugle. Un homme la drague, siffle. Elle ne l'entend même plus. Elle va à la banque, mais elle sait qu'il n'y a rien. Elle repense alors à son ex-mari, celui qui a tout pris, celui qui a torturé ses enfants, qui a volé leur enfance, tué leurs innocences, aimé leur souffrance. Ses mains se crispent, son visage se voile d'une ombre, son corps se tasse. Et puis zut, elle va se venger. Elle se dirige vers la droguerie. Elle y achète de la mort au rat, de la soude caustique. Elle sort et se dirige alors vers le Petit Deleuze. Là, elle achète une bouteille de vin et une crème vanille. Fauve accélère le pas, le sourire qui s'affiche sur ses lèvres est vaillant. Chapitre 2. Meurtre number 1. Elle a organisé sa journée. Elle prévient les ados qu'elle part aujourd'hui. Tenter de trouver un travail et de quoi acheter à manger. Et du shampoing pour la salle de bain. Elle attend le train. Comme chaque jour, on la regarde. Fauve a ce petit don humain que les gens ressentent. Direction Bruxelles. Là, dans un petit café de la gare, après avoir déambulé parmi les touristes, elle s'assied, ouvre la crème et y mélange la mort au rat. C'est de la crème bio, car la femme qui l'a piégée ne fonctionne qu'au bio. Petite bourge détestable et fausse. Fauve sourit. Elle referme le tout, vole un bouquet de fleurs et prend le train. Elle attend en face des bâtiments où la garce travaille, patiemment. D'habitude, la femme sort vers 16h15. La voilà. Fauve avec aisance. Elle marche comme elle danse, se dirige vers la voiture, au moment où la garce s'assied et met les clés dans le contact. « Bonjour » dit-elle à la femme, surprise de la voir surgir. Elle enchaîne. « Voilà, je t'ai pardonné et je veux faire la paix. Voici une crème comme tu aimes et un bouquet de fleurs. » La vipère triomphante sourit. Mauvaise. Et Fauve a même joint une cuillère. Avale la première bouchée. Elle prend les fleurs et susurre. « Tu ne veux pas manger avec moi ? » ?»« Non, tu sais que moi, je ne mange que du bien sucré. » L'autre vide le pot de crème, remercie et prend congé. La voiture sort du parking. Quelques kilomètres plus loin, des crampes la torturent et la clouent sur son siège. Ses mains se crispent. La voiture zigzague, la femme s'effondre, morte sur son volant. Fauve est rentrée chez elle. Au préalable, elle a volé le portefeuille de Judas en jupe. 3e chapitre, le jour d'après. Un autre jour se lève. Fauve s'étire. Aujourd'hui, le soleil éclate dehors. Hier soir, ils ont bien mangé et certes, pas du bio. Fauve sourit. Ils ont tué son cœur. À présent, elle tue pour ses petits. Comme un animal sauvage, sans peur et sans reproche, candide. Elle prend son GSM,
Des SMS lui font part de la mort subite. D'une collègue au boulot, beaucoup sont soulagés, mais curieux. Elle sort de la chambre, descend l'escalier en bois, s'arrête à la cuisine pour se faire un thé. Sa tête est ailleurs. Elle dresse la table pour les ados. Ce matin, on mange des croissants et le chocolat chaud flaire bon dans toute la maison. Fauve chante. La vie est belle. Durant quelques jours, elle ne voit rien dans les journaux. La vie d'une garce passe souvent inaperçue, sauf pour ses victimes. Le téléphone sonne. Fauve décroche. Une collègue lui dit que la peste sera enterrée le lendemain et demande si elle veut venir avec elle à l'église. Tiens, pense Fauve. Elle avait pourtant craché sur la religion catholique. Fausse jusque dans la mort. Mais elle répond. Non merci, tu sais le mal qu'elle m'a fait. Pour moi, c'est une page de tournée. Merci de me l'avoir proposée. L'autre au bout du fil enchaîne. Tu sais, elle a été empoisonnée et aucun indice. La police clôture l'affaire. Fauve réplique. Dieu est son âme ou Lucifer. Chapitre 4. Plan. Les jours passent. Fauve a retrouvé un travail. Les adolescents sont contents. Maman semble revivre. Elle ne pouvait pas vivre, juste survivre. Si peu de bonheur glané en un an, mais tant de pleurs. La vie coule, mais Fauve pense au monstre. Elle a un plan, mais d'abord être certaine de savoir où le piéger. Elle se fait passer pour un mec comme le pédophile, et pas nette. Elle joue en eau trouble pour le piéger. Le travail de fourmi commença. Traque, drague, SMS glauque. Le monstre est ferré. Il pense rencontrer un jeune homme naïf dont il ne fera qu'une bouchée. Fauve se marre, mais son cœur bat la chamade. Et elle a la nausée à chaque SMS envoyé et reçu. Elle doit se faire violence pour ne pas tout stopper. Mais le jeu en vaut la chandelle, et puisque la justice n'a pas fait son travail, c'est son rôle premier, son devoir de mère. Fauve retourne à la droguerie, reprend de la morora, puis elle fait un saut à la pharmacie et achète une boîte de somnifères. Le soir, après le boulot, elle va au cinéma avec les ados. Chapitre 5. Les jours passent. Fauve fait languir le pervers. Impatient de sauter un si joli garçon, Fauve a utilisé Photoshop, et le portrait qu'elle envoie est bluffant. Au fond de sa mémoire, le monstre a ce visage, mais en femme. Là, il est bleu via le net et le G. Fauve savoure sa vengeance qu'elle distille déjà jour après jour, au fil des mots pour vaincre ses mots. Gérard n'en peut plus. Il veut ce rendez-vous. Fauve prétexte un voyage pour élaborer son plan. Lui doit mourir lentement, comme il a blessé ses enfants. Chapitre 6. Planque. Fauve a enfin son adresse. Elle décide d'aller repérer l'endroit. Avant de partir, elle se déguise. Casquette. Elle rentre ses cheveux dessous et met une paire de lunettes solaires. Elle met des chaussures à talons plats. Avec son sac en bandoulière, auquel elle s'accroche comme à un porte-bonheur, il y a dedans son sac à main, son GSM et une bombe de déodorant pour se défendre. Atout de femme, arme à double tranchant. Arrivée près de la rue indiquée, Fauve avance à pas de loup. C'est plein de monde, jour de braderie. Elle approche du numéro fatidique, numéro 22. Et là, elle voit une maison luxueuse, blinquante, avec devant 2 statues d'homosexuels enlacées. Elle frémit. Chapitre 7. Nausée. Et soudain, la nausée la prend. Fauve se revoit en mariée, longs cheveux flottants, gracile dans sa longue robe blanche, fragile. Le rêve n'était que piège. La toile d'araignée se refermait sur elle. Son enfant déjà là, et les autres à venir. Fauve aurait dû s'enfuir. Blanche, Fauve se souvient du jour où elle a compris, où les enfants ont parlé. Fauve soudain oublie où elle se trouve. Presque en transe, elle hurle, puis vacille et tombe. Les passants s'empressent autour d'elle. On l'emmène dans un restaurant, on lui tapote les joues, on lui met de l'eau de Cologne sur les tempes. On essaye de lui glisser un peu d'eau entre les lèvres. Fauve revient à elle. Elle a peur. Elle qui voulait passer inaperçue, soudain par la fenêtre, dans la rue, elle le voit. Surtout, rester là auprès de ces gens, garder son sang-froid. Fauve se relève, un œil par la fenêtre,
le danger a disparu. Mais elle est encore sous le choc. Elle remercie, assure qu'elle va mieux et sort d'un pas à nouveau alerte dans la rue. Elle a juste le temps d'apercevoir Gérard rentrer dans la demeure de luxure. C'est assez pour aujourd'hui. Elle en sait plus qu'assez pour le jour J. Elle reprend le train, sourit et parle à des gens, de tout et de rien, comme à l'accoutumée. Elle aime les voyages en train, tous ces inconnus, où vont-ils, qui sont-ils? Des bribes de vie, des bribes de conversation, la vie. Elle adore se baigner dans de telles ambiances. Elle qui est morte quelque part a besoin de cette vie trépidante, passionnante. Les gares sont des fourmilières, comme les dancings ou petites caves où l'on danse, où elle adore s'éclater. Fauve sourit. Un jour, elle a confié à un ami que 3 choses seulement la font revivre et presque oublier. Faire l'amour, danser et faire de la moto. Tout de go, l'ami était paf. Fauve déteste les détours. Elle est la vérité faite femme. Chapitre 8. Suicide non droit. Parfois, elle a envie de se tuer, elle. Tuer sa mémoire, tuer ses regrets, tuer ses remords. Mais elle n'en a pas le droit. Ses enfants sont déjà amputés d'une demi-famille. Sa croix, c'est sur terre. Sa rédemption malgré elle. Et cette faculté qu'elle a depuis exacerbée, de sentir les choses que les autres gens ne remarquent pas. Sentir le danger, la manipulation, la préméditation. C'est pourquoi elle fuit. Et trop de gens la croient folle, paresseuse. Mais ce n'est pas ça. Fauve a une intelligence à l'affût. Fine, invisible, inaudible. Sans fracas. Elle fait toujours les choses sans gloire, dans l'ombre. Et Fauve se souvient déjà à Bujumbura, en humanité. Elle donnait de bonnes réponses et le prof de latin félicitait le voisin. Ça a toujours été comme ça. Et Fauve s'en ira vers l'au-delà comme une personne sans gloire. Et pourtant, elle pense au passé. Tous ces gens érudits, brûlés, traités de fous ou folles, décriés, puis devenus des références. Elle pense à la chanson de Guy Béart, le premier qui dit la vérité. Elle pense à la rumeur. Fauve semble ne pas être pour son époque. Futuriste, mais aussi avec les valeurs du passé. C'est ça l'intelligence. Malgré le tout, pour ne pas se leurrer. La bêtise de notre époque, c'est l'utopie d'un diplôme. Si on ouvrait davantage les professions aux gens sans diplôme, le monde tournerait tout aussi bien et peut-être même mieux. Car on en revient encore à l'apparence. Fauve serre les poings. Tant d'humiliation pour rien. Elle se souvient. Chapitre 9. Manipulation. Fauve fait le point sur sa vie. Alors qu'elle veut fuir ce passé, cette toile d'araignée, elle l'a retrouvée. Déjà 2 fois après le monstre, pas si grave pour ses enfants cette fois, mais pour elle, manipulation. Elle est trop souvent dedans. Fauve n'a pas la force, pas les moyens de s'en sortir. Elle voudrait tant partir, choisir, briser ses chaînes, recouvrer sa liberté. Son sourire, sa guérison difficilement acquise. Fauve étouffe. Chapitre 10. Faut tuer le bourreau. Pour revivre, il faut tuer le bourreau, l'autre, le tortionnaire, le Gérard. Fauve se dirige vers le placard à balai, où elle a planqué l'arsenic, la morora et les somnifères. Elle a aussi une chaîne et un couteau. Fauve met tout dans un sac, son sac en bandolière. Celui des fuites, des tristesses, des chemins sur lesquels elle marche seule, pour fuir un destin dont elle ne veut plus. Fauve regarde les horaires de train, cette fois elle est prête, c'est pour demain. Elle envoie un SMS à Gérard. Chapitre 11. Justice tant attendue. Gérard est ravi et fixe rendez-vous à Fauve le lendemain, dans un restaurant pas loin de chez lui. L'excitation marque le timbre de sa voix. Fauve est envahie de répulsion. Petit matin froid et humide, Fauve serre contre elle son sac, avec les armes du crime. Dans le train, le contrôleur lui sourit. Machinalement, Fauve lui rend son sourire. « Vous êtes bien matinale, petite dame ?»« Oui, j'ai une longue journée devant moi et pas très facile. » Le contrôleur lui rend son billet, la salue d'un second sourire et continue son chemin. Fauve se cale au fond de la banquette
et somnole. Chapitre 12. Mort d'un pourri. Le train rentre dans la gare. Fauve se relève en sursaut. Elle met sa casquette et rentre ses cheveux, enfile une veste de mec, enlève son rouge à lèvres. Fauve est prête. Son cœur bat à toute vitesse. Elle respire un bon coup. Elle descend du train, se dirige vers la rue qu'elle connaît déjà, cherche les restaurants où elle a rendez-vous. Elle prend quelques gouttes de rescue sur un sucre. Elle rentre dans le restaurant. Gérard est là, à la seconde table. Il reconnaît Fauve. Elle lui avait envoyé sa photo transformée. Quel prénom encore lui a-t-elle donné? Alain? Oui, c'est ça. Gérard lui fait un bisou. Tout de go. Fauve a la nausée. Elle s'installe à la table. Il commande un apéro pour lui et le jeune homme. Il scrute ses yeux et lui susurre « Tu es un très beau garçon. Tes yeux me rappellent quelqu'un. » Fauve, devenu Alain, sourit. Gérard lui prend la main. Ouf, le garçon arrive avec les commandes. Gérard est distrait. Fauve en profite pour glisser avec adresse un somnifère et une dose d'arsenic dans le verre de Gérard. Surtout, ne pas inverser les verres. Gérard trinque à sa santé. Il lui fait les yeux doux. Dit qu'après avoir mangé, ils iront voir chez lui. Fauve pense, cause toujours. Il mange un steak au poivre et un tourne d'eau pour elle. Gérard s'endort petit à petit. Fauve appelle le garçon. Elle prend son portefeuille et règle l'addition. Surtout, sortir avant qu'il ne s'écroule. Elle le soutient, il titube. Elle a pris soin de glisser le verre du crime dans son sac. Elle prend congé, sort du restaurant. Plus loin, sur un banc à l'abri des regards. Elle dit à Gérard, qui s'effondre, « Tu vois qui je suis? Celle dont tu as tué la vie, tué ses enfants, ta femme, Fauve. » Gérard ne peut plus rien faire. Elle sort la morora, lui glisse dans la bouche. Gérard a un rictus. Elle prend un couteau et lui coupe les instruments des crimes perpétrés si souvent. En coup de butoir, sur ses enfants, ses bébés. Gérard tressaillit, mais la mort l'emporte déjà. Fauve s'enfuit. Chapitre 13. Résurrection. Fauve prend le train. La vie semblait s'être arrêtée depuis tant d'années pour elle alors que tout attendait justice. Mais que, en cour d'appel, ce fut un fiasco. La Belgique est pourrie. La vie donc reprend, coule à nouveau dans ses veines. Ce soir, elle emmène les ados au resto et puis au cinéma. C'est fête aujourd'hui. Mort est le pourri. Enfin puni. Chapitre 14. La stupidité des gens. Fauve sourit. Elle pense à cette petite femme de ménage qu'elle a aidée au boulot. En fait, c'est à cause d'elle qu'elle a précipité sa chute. Cette femme, alors qu'elle lui a évité le renvoi, l'a trahi et a cafeté. Et lorsque c'est Fauve qui a eu les ennuis, elle agissait comme celle qui l'avait dénoncée. Stupide petite femme de ménage, finalement ce sont les deux hommes qui avaient raison. Cette petite femme de ménage n'a pas trouvé mieux que de lui dire que son roman faisait peur. Preuve de manque d'intelligence. Ces femmes sont stupides. Elles ne savent pas faire la différence entre un don, l'imagination et la réalité. Fauve a été blâmée, mais elle est libre, et ces femmes ne seront toujours qu'esclaves aux langues fourchues. Fauve s'étire et passe à autre chose. Le boulot dans ce labo, c'est fini. Et elle est heureuse d'en avoir échappé. Chapitre 15. Justement banane. Justement, celui qui écrit est saint. Il transmue ses souffrances, ses manques, ses trahisons, sa tristesse, sa colère en mots, mot pour mot. Les mots pour dire, les mots mot à mot. Je lui ai dit à cette gourde que les films qu'elle regarde, les chansons qu'elle écoute, n'étaient aussi qu'imagination tirée du réel. Et si tous les auteurs de science-fiction, de films ou romans policiers devaient être des assassins, le monde serait une boucherie. Non, madame, celui qui écrit n'a pas besoin de médoc. Ces mots sont le médecin, utile à son équilibre. Mais de livres, tu ne dois pas en lire beaucoup. Et, petite cafeteuse, tu as dû jaser des semaines sur ce que j'avais écrit qui faisait peur. Pauvre
Chapitre 16. Pensée. Fauve mélange, pense, pour revenir au présent, son boulot d'où elle a fui. Elle a appris, aujourd'hui, que tous ont retourné leur veste. Elle avait oublié, mais a croisé quelqu'un. Non pas dans sa ville, à Bruxelles. Le hasard, le destin. Mais faut-il croire au hasard ? C'est drôle, comme si par cette rencontre fortuite, par son attitude naturelle, elle avait le pouvoir de changer les choses. Elle est triste aussi, car elle sait que tous l'ont crucifiée. Mais elle sait que lui aussi. Mais elle n'arrive pas à lui en vouloir. Elle l'a juste informé des conséquences qu'elle seule a payées. Chapitre 17. Qui es-tu ? Qui suis-je, pense Fauve ? Ma vengeance accomplie, suis-je plus heureuse ? J'ai fait mon devoir de maman, j'ai vengé mes enfants. Mais qui suis-je ? Jamais je ne serais en paix. Entre rire et larmes, je resterai. Et tant de doutes, toujours me déprécient. Jamais je ne vois mes qualités, on m'a tant cassé. Qui suis-je ? Et c'est là que le livre se termine. C'était juste un thriller. C'était J-Pixie, et j'espère que cette histoire vous aura plu autant qu'à moi. Bonne nuit à tous. Allez, ciao ciao.